Bienvenue chez vous vous est proposé avec le soutien de Wallonie-Belgique Tourisme. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Bienvenue chez vous. Aujourd'hui, nous sommes à Melun, dans l'est du Brabant wallon, et Melun est considéré comme l'un des plus beaux villages de Wallonie. On en reparlera tout à l'heure, parce que pour l'instant, on va s'intéresser aux vins et spiritueux qui sont produits ici, en Wallonie. Alors évidemment, on n'a pas choisi ce thème au hasard, il s'inscrit dans le cadre de l'année thématique La Wallonie gourmande, et puis il est bien de saison parce que les vendanges viennent de se terminer un peu partout. On va aller voir comment se passent ces fameuses vendanges au domaine de Mélemont, à Torrembay-les-Béguines. Et puis pour déguster avec notre vin, on ira pêcher du poisson à l'étang de Pécrot et cueillir quelques fruits à l'abbaye de la Ramée. Ensuite, il sera grand temps de nous dégourdir un peu les jambes et on ira visiter le domaine provincial des Lessides. Après tout cela, vous retrouverez votre séquence bon plan tournée tout près de chez vous et puis ce sera notre traditionnel agenda. Voilà le programme, comme chaque fois, il est chargé, alors on y va. Bienvenue à tout le monde, il y a beaucoup de nouveaux, ça fait plaisir, donc ça se renouvelle, merci Facebook. Donc nous avons une année compliquée devant nous parce que c'était magnifique jusqu'à 3 semaines et puis une attaque d'oïdium qu'on n'a pas pu enrayer. On pratique la lutte raisonnée, donc pas de produits chimiques pour arrêter tout ça. Donc depuis 10 jours avec les pluies, la qualité s'est assez bien dégradée, donc on doit être très sélectif sur ce qu'on cueille. Donc j'en ai vu qui cueillaient ce qui était pourri, ça ne sert à rien, laissez les oiseaux s'en occuperont. Nous sommes au domaine de Mélemont, à Torrembay-les-Béguines. Il est 8h30 en ce samedi brumeux et 50 bénévoles s'apprêtent à vendanger la dernière parcelle du vignoble. Pierre est l'un des 3 fondateurs et aujourd'hui il n'a qu'un seul credo, vite et bien. Pas commencer à regarder chaque grappe en se disant tiens, il y a un raisin. Je vais passer chez tout le monde pour montrer un petit peu. Donc avancez ici, il n'y a pas de problème de qualité. La difficulté, c'est qu'on travaille à flux tendu avec des gens qui, pour la plupart, n'ont jamais vendangé. Et il faut ramener le raisin à la ferme, tout en tenant compte du nombre de récipients, du fait que les tracteurs circulent dans les rangs, qu'il y a des vendangeurs dans les rangs. L'organisation s'améliore d'année en année. Maintenant, on est en régime. Donc il y a 4 équipes, chacun un brassard de couleur. Et devant chaque rangée, il y a un drapeau, un fanion, qui indique au vendangeur dans quelle ligne il doit travailler. Il y a un chef d'équipe qui coordonne ça, qui veille à ce que tout le monde travaille vite et bien, comme je dis. André, vous êtes assez nombreux dans cette équipe, parce qu'il me semble que... Vous êtes 10, ça va. Je regarde 2, 4, 6, 8, 10... ils sont 14, 15 ici. Vous êtes beaucoup, hein, ça va pas ça. Attends. On va transférer. Dans les lignes, des amis et la famille des 3 propriétaires, mais aussi de parfaits inconnus curieux de découvrir ce que sont réellement les vendanges, loin des images mythiques véhiculées par les grands vignobles français. J'avais envie de découvrir ce que c'était de faire les vendanges. C'est la première fois que je le fais. J'avais beaucoup entendu parler, bien sûr, dans le sud de la France, tout ça, des amis qui avaient été. Et là, on me propose de faire ça en plein Brabant wallon. Je suis trop bien comme activité, comme opportunité surtout. J'étais un peu partagé. J'étais entre le rêve. Hier soir, je me disais, en fait, qu'est-ce que je vais faire, quoi que je vais faire. Et puis là, j'arrive, on nous avait dit de mettre des bottes, tout ça. Donc finalement, le côté agriculture, on rentre complètement dedans tout de suite. C'est super cool. Pour leur travail, les vendangeurs sont dédommagés avec quelques bouteilles du cru 2016. Une façon également de faire connaître le produit. C'est 2 secondes maximum par grappe. Hein. Ah oui, 2 secondes. Hein. Non, regarde, non. Ça. Tu secoues un petit coup, c'est fini. Hein. Ouais. Si ça ne sent pas, il faut être rapide et faire surtout attention à ses doigts. Nous avons un doigt coupé chaque année. Et l'année passée, c'était moi. Donc, vous voyez que même avec l'expérience, ça arrive. Il faut surveiller et ne pas enlever ce qui est pourri. Et le meilleur détecteur, c'est le nez. Quand on sent que ça sent un peu le vinaigre, il faut pas prendre, il ne faut pas ramasser. Pourquoi vous êtes venu aujourd'hui? Pour le plaisir de participer à quelque chose d'un peu exceptionnel, avec des amis entre autres, et pour être à l'air et pour aider quelqu'un qui produit quelque chose de wallon. Voilà. Parce que Pierre est quand même assez militaire par moment, hein. Il ne s'agit pas de traîner. Non, c'est bon enfant, puis il donne de bons conseils, donc ça nous aide aussi à être plus productifs.
Et si Pierre est un peu énervé ce matin, c'est parce que l'enjeu est de taille. Les vendanges doivent être réalisées à un moment précis de l'année, un moment qui dépend de nombreux facteurs. Il y a 3 critères bien précis. Le premier, c'est la courbe de sucre, qui est une courbe ascendante. Il y a la courbe d'acidité, qui est une courbe descendante. Ça donne un moment optimum où on a un vin qui est bien équilibré. Encore faut-il qu'il y ait ce qu'on appelle une maturité phénolique. Et ça se mesure, mais avec des moyens dont nous ne disposons pas. Donc il n'y a rien de tel que la bouche humaine pour savoir qu'il y a une certaine densité. Donc là, on a le moment idéal. Encore faut-il trouver des vendangeurs. Nous ne sommes pas dans une région viticole, donc on fait appel à des bénévoles. Et l'autre paramètre, c'est qu'il faut qu'il fasse beau. S'il pleut, c'est compliqué de vendanger. Alors on essaye de coordonner les tracteurs entre les différentes lignes, parce que les ramasseurs ne vont pas à la même vitesse. Donc on fait un peu des allers-retours pour ramasser le raisin et le mettre dans la remorque qui part ensuite à la ferme. À la ferme, on retrouve les 2 associés de Pierre, François, le vigneron qui élabore les crus du domaine, et Étienne, l'agriculteur, qui s'occupe des vignes tout au long de l'année. Ici, on trie les grappes récoltées avant de séparer les grains de la rafle. Ensuite, le raisin est écrasé. Le tout est mis dans une cuve pendant 24 heures. Demain, il faudra presser. Alors après ça, on va lancer les fermentations. Donc on va prendre ce jus et on va le mettre en cuve qu'on va légèrement chauffer et ensemencer avec des levures pour que la fermentation démarre et que tout le sucre se trouvant dans les jus se transforme en alcool et que donc du jus de raisin devienne du vin. Aujourd'hui, le domaine de Mélemont propose une gamme complète de vins, du rouge, du blanc, du rosé et des bulles. L'aventure a commencé il y a 25 ans et Étienne se souvient que les débuts n'ont pas été simples. Au départ, on est parti de rien. Il n'y avait quasiment pas de vignoble, en tout cas pas professionnel, quand on a planté nos premières vignes. Et donc, il a fallu qu'on découvre beaucoup de choses, les bons cépages, les bons porte-greffes, les bonnes tailles, les bonnes fermentations. On a vraiment été un peu pionnier dans l'histoire. Je pense que maintenant, la vigne, elle a quand même pris ses lettres de noblesse en Wallonie, en Belgique d'ailleurs aussi. Mais à l'époque, c'est vrai que c'était quand même un peu hasardeux parce qu'il fallait tout apprendre et tout découvrir. Sans petit côté. Nous avons rendez-vous à quelques kilomètres du domaine, à l'abbaye de la Ramée. L'abbaye a été fondée au XIIIe siècle par des sœurs cisterciennes. Les bâtiments monastiques ont aujourd'hui disparu, mais la splendide ferme en carré a été restaurée pour accueillir des réceptions et des séminaires. À l'entrée se trouve le fruiticum ouvert au grand public. C'est le terrain de jeu de Michel qui taille à lui seul ses 400 arbres fruitiers de variétés toutes différentes. Michel, quel est l'intérêt de rassembler comme ça autant de variétés de pommiers et de poiriers au même endroit ? Ah bien, c'est un intérêt qui peut se porter pour le public qui a la possibilité de voir les fruits et de voir les arbres qui les portent. Et puis l'intérêt alors au niveau du patrimoine. C'est un petit peu comme un conservatoire de patrimoine génétique. Donc ça veut dire que ces variétés-là, on ne les retrouve plus ou presque plus dans les vergers traditionnels ? Alors ici on a de tout, puisqu'on a quand même environ 150 variétés de pommes et 150 variétés de poires, parmi lesquelles il y a des pommes et des poires très traditionnelles que l'on trouve encore. Mais alors vous avez aussi, et c'est ça un des buts d'un verger conservatoire, vous avez alors une collection, comme dans un musée, de variétés qui sont parfois rares, parfois même très rares ou très anciennes. Le rôle de Michel est donc de veiller sur la santé, sur la productivité, mais aussi sur la forme de ces précieux arbres. Si on ne faisait rien, il perdrait évidemment totalement. Ici, ce sont des cordons verticaux à une seule branche. Et si on ne fait rien, par exemple, cette branche-là, qui naît là un peu plus bas, si on la laisse aller, ça ne sera plus du tout un cordon à une branche, ce sera un cordon à 2, 3, 4 s'il y a d'autres branches, et puis ça va devenir quelque chose qui n'aura plus aucune forme. Donc c'est très important d'entretenir chaque année. J'ai coupé cette branche-là,
qui était très puissante, hein, regardez la taille. Et alors, malgré ça, bien, il a refait toute cette pousse là-bas, ce qui est évidemment beaucoup trop vigoureux. Ça ne nous arrange pas. Donc, qu'est-ce que je vais faire en hiver, quand je vais faire ma taille d'hiver? Je vais carrément supprimer cette branche et ne garder que cette petite-là. En fait, ça m'intéresse de garder les branches qui sont les plus faibles possibles, parce que c'est là que je vais avoir les fruits. Si je laisse une branche trop vigoureuse, comme celle-ci que je viens de couper, eh bien là, l'arbre, il va faire, non pas des fruits, mais il va faire du bois, et jamais des fruits. La collection d'arbres fruitiers a été constituée par un passionné, Jean-Pierre Ouézel, il y a une dizaine d'années. On y découvre des fruits étonnants dont parfois seules les comptines ont gardé la mémoire. Une pomme qui est une pomme d'api que tout le monde connaît. Pomme de reinette et pomme d'api. Voilà, sauf que celle-ci, on le voit à une forme un peu particulière. On pourra dire que c'est peut-être une mutation ou un clone, et alors c'est ce qu'on appelle la pomme d'api étoilée. Voilà la variété api étoilée, qui est une variété assez rare et qu'il est vraiment intéressant de conserver. Le fruiticum est complètement libre d'accès, mais attention, il est interdit d'y cueillir des fruits. Ceux-ci seront récoltés en temps voulu et pressés pour faire du jus. Venez les amis. Allez, je vais vous montrer comment on met une tête plombée. Voilà. Bon, vous venez voir un peu ceux qui pêchent avec des têtes plombées là. Nous voici au bord de l'étang de Pécrot, dans la commune de Gré-d'Oisseau. Une dizaine d'enfants y suivent les cours de l'école de pêche. Et ensuite, sortir l'hameçon. Voilà. Comme ça, il est bien monté. Ici, vous avez une petite agafe qui retient le leurre, qui l'empêche de reculer. Donc, votre leurre, il faut le travailler comment? Soit comme ça, soit par tirer vertical un petit peu. Hop, il va monter et le poids du plomb va le faire redescendre à chaque fois. Il va faire ça. C'est très attractif pour la perche et le brochet. C'est le club des pêcheurs du parc de la Dyle qui gère l'étang de Pécrot. Il propose des abonnements à l'année, mais aussi des cartes pour pêcher une journée. Il organise également de nombreux concours pendant la saison. Le seul poisson qu'on peut emporter, c'est l'anguille, la perche, le brochet et le sandre, donc les carnassiers. Mais tout ce qui est poisson blanc, ça doit retourner à l'eau. Carpe, carassin, tange, brème, tout ça, ça retourne à l'eau. D'ailleurs, on pêche et on ne met pas de filet, de bourriche. Toute l'année, on ne met pas de bourriche, sauf quand il y a des concours, pour pouvoir compter et peser le poisson, évidemment. Aujourd'hui, pas de concours, mais 10 petits gars bien décidés à sortir un brochet de l'eau. Tu as eu une touche, il faut assister. Il faut parfois laisser descendre ton leurre plus bas, le ramener un peu plus vite, faire des arrêts aussi. Hein. Quand tu arrêtes ton leurre, il remonte vers la surface et à ce moment-là, tu peux avoir un brochet qui attaque quand le leurre remonte vers la surface. Une fois qu'ils sont mordus, on en a des tout petits qui ont 6-7 ans et ils font déjà les concours avec papa et c'est 2 fois 4 heures, ce qui est déjà long. Et ils ne bougent pas, hein. Ils sont concentrés, ils n'attendent qu'une chose, c'est voir ce flotteur qui descend, ferrer, prendre le poisson, papa donne un coup de main avec les puisettes. Et ils sont tout heureux. Hein. Qu'est-ce que vous aimez, vous, dans la pêche, vous, personnellement? Le fait d'être ici et d'oublier un peu tout le quotidien. Quand on vient pêcher, le flotteur, toute la journée, on est là, il fait beau, les oiseaux, les poissons qu'on prend, les poissons qu'on n'arrive pas à prendre parce qu'ils ne sont pas là ce jour-là. Alors on cherche. Et pour finir, on arrive parfois à trouver l'appât qui convient ce jour-là, l'amorce et le montage aussi. Parfois, il faut pêcher sur le fond, parfois, il faut pêcher à ras du fond, parfois, il faut pêcher un peu décollé. Tout dépend un peu du type de poisson qu'on recherche. Et oui, c'est ma passion depuis 50 ans. Finalement, les brochets auront gagné pour cette fois. Et c'est la maman d'un des apprentis pêcheurs qui sortira de l'eau le premier poisson de la matinée. Une belle tanche qui, comme le veut le règlement, sera rapidement remise à l'eau. Dernière
Dernière étape de notre périple dans l'Est du Brabant wallon, nous sommes au domaine provincial d'Hélessines en compagnie de Freddy d'Orange. Bonjour. Bonjour mademoiselle. Alors quand on arrive ici dans le domaine d'Hélessines, on est directement face à ce bâtiment majestueux. Qu'est-ce que c'est ce bâtiment ? Ce château qui a maintenant ce nom d'un château était jadis une ancienne abbaye. La toute première abbaye a été créée ici en 1129 par un seigneur esbignon, le seigneur René de Zétrude, qui a fait venir des prémontrés donc dans ce domaine. Ce domaine a subi au fil du temps plusieurs exactions. Il a été brûlé, pillé, saccagé chaque fois. Chaque fois, les moines devaient quitter. Chaque fois après le conflit, ils revenaient. Et puis, ils l'ont reconstruit. Ce château, c'est le dernier, a été reconstruit en 1762. 35 ans plus tard, les moines sont obligés de quitter définitivement les lieux pour cause de Révolution française. Le domaine devient successivement une filature, une distillerie, puis une sucrerie. En 1962, il est racheté par la province de Brabant. Son accès est aujourd'hui totalement gratuit. Le château n'est accessible que lors de visites guidées et peut être loué pour des réceptions. Le parc, lui, est libre d'accès. Pour ne rien rater, on vous conseille de suivre le parcours touristique, un itinéraire fléché de 2 km. On arrive ici dans le côté parc, proprement dit. Côté bâtiment de la promenade, c'est terminé. Alors vous voyez devant vous, il y a 3 étangs, l'un dédié à la truite et les 2 autres au blanc. Ça fonctionne par dégradation, si vous voulez. Le premier étang là-bas au bout se déverse dans celui-ci dans le 3e et le 3e dans la jette là-bas au bout. Et donc de cette façon-là, ça fonctionne parce que dans le sous-sol ici, il n'y a que de l'eau. C'est le village d'Hélessines qui fournit en eau la ville de Tirlemont et tous les villages environnants. Le domaine provincial d'Hélessines compte aussi un espace plus touristique avec des plaines de jeux et un mini-golf. Vous pourrez également admirer un cadran solaire assez singulier qu'on appelle, accrochez-vous, un cadran analématique. En gros, c'est votre ombre qui indique l'heure. Voilà, ici nous arrivons à la réserve naturelle, la mare biologique. La réserve naturelle... On est toujours dans le domaine. Hein? Vous êtes toujours dans le domaine, oui, vous faites toujours partie des 28 hectares de la superficie du domaine. Ici, en hiver, il y a toutes sortes d'oiseaux migrateurs qui viennent passer l'hiver ici. Hein, et au printemps, ils s'en vont. Alors, on arrive ici à la mare biologique. C'est une superficie d'eau qui est naturelle. Elle est aussi alimentée, bien sûr, par un ruisseau qui s'appelle le ruisseau des moines pour garder un peu les niveaux. Nous sommes ici à Vaudelais, un charmant petit village de l'entité de Douache. Nous nous trouvons dans le jardin du Clos du Soleil, chez un artisan liquoriste, et nous nous apprêtons à cueillir l'angélique pour en faire de la liqueur. Alors, Freddy, dites-moi, est-ce que c'est la saison, la bonne saison pour cueillir l'angélique ? L'angélique, c'est une plante que nous allons planter au printemps et qui va pousser, je veux dire, tout au long de l'été. C'est une plante qui est très parfumée. Hein. C'est une plante qui est très parfumée et qui a des vertus, je veux dire, assez particulières, qui est très bonne pour la digestion en fait. Hein. Si vous avez un repas bien arrosé et que vous prenez une angélique, ça va vous faire passer tout ça. Ok, ben on va tout de suite aller voir alors dans l'atelier comment vous fabriquez la liqueur d'angélique. Et nous la dégusterons après.
Ben voilà, le moment fatidique est venu, on va goûter ça, hein, Freddy? Ah ben c'est un moment important puisqu'il faut que le produit soit quand même réussi. Voilà, je vais vous faire goûter. Alors, ce qu'il faut dire, oui, je vous tends mon verre, pardon. Ce qu'il faut dire, c'est que vous organisez régulièrement des visites guidées de votre atelier de fabrication et des dégustations. Donc tout le monde peut venir goûter vos produits sur rendez-vous, juste. De préférence sur rendez-vous, puisque nous ne sommes quand même pas toujours là, mais tout le monde est le bienvenu, il n'y a pas de souci. Hein. Mais santé alors. Santé. Chine. Fameux, hein, l'angélique. Voilà. Ça vaut le détour. Un bon digestif. Voilà. Alors, je vous propose de nous accompagner maintenant parce qu'on va aller à la découverte du village de Vaudelet, qui est, paraît-il, très joli. Et on va retrouver Sabine, qui est guide nature et qui est aussi votre fille. Alors Sabine, tout est rose dans ce village, l'église, les maisons, d'où ça vient? Eh bien, ça vient d'il y a très longtemps, donc il y a plus ou moins 360 millions d'années, lorsque la Belgique était située près de l'équateur. Donc il y avait une mer équatoriale qui se trouvait ici, et il y a un peu, à certains endroits, des récifs coralliens qui se sont développés. Ensuite, la mer s'est retirée, et ces récifs se sont transformés et au fil des années, eh bien, ça a donné le fameux calcaire sédimentaire qu'on voit dans tout le village pratiquement. Alors Sabine, pourquoi cette chapelle en plein milieu de nulle part? Eh bien, en fait, ça remonte à assez loin parce que tout à l'heure, on a vu l'église de Vaudelet, mais cette église n'a pas toujours été là. Au tout début, elle se trouvait sur la place du Tilleul, mais elle a été détruite. Et la légende dit que lorsqu'elle a été détruite, lorsqu'elle a pris feu, la Vierge se serait enfouie et se serait réfugiée ici à Bonnefontaine. Alors, il y a encore beaucoup de choses à visiter dans la région. Il y a par exemple une source ici tout près, je pense. Hein. Elle est juste ici en contrebas et juste encore un tout petit peu plus bas, on a un tuf calcaire. Alors ça, c'est un phénomène qui s'explique par la présence de cette source. En fait, c'est simplement des dépôts de calcaire qui se déposent sur la mousse et qui forment une roche qui en perpétue l'évolution. Merci, donc beaucoup de choses à voir dans cette région. N'hésitez donc pas à venir visiter ce beau village de Vaudelet, c'est tout près de chez vous. Nous voilà de retour à Mélin pour l'agenda de l'émission. Mais avant de vous donner nos bons plans pour le mois qui vient, un petit mot quand même sur le joli village qui nous accueille. Je vous le disais d'entrée, Mélin est considéré comme l'un des plus beaux villages de Wallonie. Ce qui fait sa principale caractéristique et son homogénéité, c'est l'utilisation d'un matériau bien d'ici, la pierre de Gobertange, du nom du ruisseau qui traverse la localité. Allez, c'est parti pour nos bons plans, si vous n'avez pas le temps de tout noter. Pas de panique, comme toujours, on mettra toutes les infos pratiques sur notre page Facebook. J'aurai 20 ans en 2030, c'est le nom de la nouvelle expo proposée à Liège-Guillemins. Elle est organisée dans le cadre du bicentenaire de l'Université de Liège et elle propose un voyage dans le futur proche. Le fil rouge de cette exposition, c'est l'homme et la femme de demain. Quels seront les changements majeurs apportés par la science? Quel sera l'impact de la science sur les naissances, les loisirs, le travail, la maladie, la mort? Comment serons-nous connectés, assistés, modifiés peut-être? Autant de questions auxquelles il est difficile de répondre, mais rien ne nous empêche de nous projeter dans cet avenir. L'exposition est à voir à Liège-Guillemins jusqu'au 3 juin.
J'ai une autre exposition à vous proposer, mais elle est en plein air celle-là. Le domaine du château de Seneffe propose une expo intitulée Parcours d'eau sur le thème, vous l'avez deviné, de l'eau. 8 artistes belges vous invitent à admirer leur création dans le superbe décor qu'est le parc du château de Seneffe. À l'intérieur du château, une autre expo vous attend. Elle est intitulée La curiosité au XVIIIe siècle et elle, vous avez un peu plus de temps pour l'admirer puisqu'elle est présente jusqu'au 13 mai. Cette année, le canal du centre historique fête son 100e anniversaire. Alors à cette occasion, évidemment, il y a eu des activités tout au long de l'année. Et la toute dernière, c'est la participation au Week-end Wallonie Bienvenue de la Louvière les 21 et 22 octobre prochains. Alors, vous connaissez le principe de ce week-end, des artistes, des artisans, des petites entreprises vous ouvrent leurs portes. À la Louvière, comme ailleurs, il y a aussi des lieux culturels qui se mettent sur leur 31 pour vous recevoir. Vous pourrez aller admirer le musée du sculpteur Jan Kelevici ou encore l'expo La fabuleuse machine de l'ingénieur Clark. Dernier bon plan, le 31 octobre, c'est Halloween. Alors il y a des activités organisées un peu partout sur ce thème. J'en ai sélectionné 3 pour vous. À Treignes, le village des musées se transforme en village sanglant, avec des activités dans tous les lieux culturels de l'entité. Attention, on m'a dit que le grand méchant loup et le loup-garou seront de la fête. À Bouillon, ce ne sont pas des loups que vous risquez de croiser ce jour-là, mais des esprits, des morts vivants et des créatures maléfiques. Enfin, au domaine des Gros-de-Dents, on fête Halloween parce qu'ils aiment beaucoup les jeux de mots là-bas. Ils vous proposent un spectacle itinérant et frissonnant dans la réserve d'animaux sauvages. C'est ici que l'on se quitte. Le mois prochain, on s'intéressera aux nombreuses brasseries qui sont installées en Wallonie. On se retrouve en télé le 19 novembre, sur le web, sur Facebook et sur Instagram quand vous voulez. Portez-vous bien et n'hésitez pas à sortir de chez vous. Au revoir à tous.